Cela commence dans le silence, non pas avec le bruit des chars qui avancent ou des avions qui hurlent au-dessus de nos têtes, mais avec quelque chose de plus discret, de plus froid. À Rostov, un général reçoit un signal, probablement une mise à jour de routine, du haut commandement. Il vérifie rapidement ses messages, craignant d'être en retard pour une réunion, et se précipite vers sa voiture. Seulement 27 minutes après, le véhicule n'est plus qu'une carcasse noircie au bord de la route à Belgorod. Ce n'est pas fictif, c'est arrivé à maintes reprises. L'espionnage et la subterfuge ukrainien bouleversent les plans des généraux russes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, les généraux russes meurent à un rythme inédit. Certains ont été tués par des tirs de sniper, d'autres par des frappes de missiles, et d'autres encore par des voitures piégées, ou de prétendus accidents, en plein cœur du territoire contrôlé par la Russie. L'Ukraine n'a généralement pas revendiqué directement la responsabilité, mais cela n'était pas nécessaire. Le message est déjà fort et clair, personne n'est en sécurité, pas même les plus hauts commandants russes, du lieutenant-général Yakov Rezantsev, qui aurait été tué près de Kherson après seulement quelques jours sur le terrain, au major-général Andrei Soukhovetsky, et éliminé dès les premières phases de la guerre. La liste des pertes confirmées comprend plus d'une douzaine de hauts officiers russes. La surveillance en source ouverte et les rapports indépendants suggèrent un nombre réel potentiellement plus élevé. De plus, les lieux de ces décès révèlent une réalité effroyable, au-delà des pertes au front durant les combats. Des villes comme Rostov, Briansk et Belgorod, situées à des centaines de kilomètres du front et censées être en territoire sécurisé, connaissent ces incidents. Ils ont lieu dans des bureaux, véhicules et chambres. Et une analyse menée par l'intérêt national révèle que de nombreuses attaques font preuve d'une synchronisation précise, de connaissances internes et d'une solide compréhension des habitudes quotidiennes de la victime. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, cibler les généraux ne consiste pas seulement à démoraliser l'ennemi, c'est aussi une question de décapitation, d'élimination du commandement stratégique, de semer la confusion et de ralentir les temps de réaction. C'est un sabotage militaire exécuté avec une précision qui suggère bien plus qu'un simple coup de chance. Cela suggère l'émergence d'un nouveau type de guerre, mené non seulement avec des armes conventionnelles, mais aussi avec la tromperie des données et une capacité de renseignement inégalée. Si c'est vrai, l'Ukraine ne fait pas que survivre à cette guerre, elle réécrit les règles du jeu. Donc la question n'est pas de savoir si l'Ukraine est devenue dangereusement efficace pour cibler les dirigeants russes. Plutôt, alors, demandons-nous, comment ont-ils atteint ce niveau d'excellence ? Et qui sera le prochain ? En 2014, les services de sécurité ukrainiens étaient en plein désarroi. Après l'annexion de la Crimée par la Russie, il était clair que le service de sécurité d'Ukraine, l'agence de renseignement ukrainienne, avait de grandes faiblesses. Des années de stagnation depuis l'époque soviétique et l'infiltration russe avaient rendu l'agence inefficace, dépassée et remplie de doubles agents. Ses tactiques étaient dépassées, ses réseaux fragmentés et sa loyauté très suspecte. L'Ukraine a accompli un exploit rare sous pression, vider son propre système. Des milliers d'employés ont été licenciés, les pro-russes évincés, et des départements entiers reconstruits de zéro, souvent avec l'aide de conseillers étrangers. Et dans l'ombre de cet effondrement, une nouvelle force est apparue, la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, connue simplement sous le nom de HUR. Contrairement au service de sécurité d'Ukraine vieux, lent et défensif, la HUR a été conçue pour être jeune, agile et létale. Chaque smartphone est devenu un capteur, chaque drone un éclaireur, et chaque information transmise par un civil une piste à suivre. C'est cette intégration du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance de haute technologie, ou intégration du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance et du renseignement humain de terrain, qui permet à l'Ukraine d'agir aussi rapidement et de frapper avec autant de précision. Mais le matériel n'est que la moitié de l'histoire. Le cœur de l'opération, c'est sa flexibilité. Le renseignement ukrainien ne fonctionne pas de manière traditionnelle, de haut en bas, à la soviétique. Il agit comme un essaim, avec des dizaines de petites cellules semi-autonomes implantées dans les villes de première ligne, derrière les lignes ennemies, et même, selon certains, à l'intérieur de la Russie. Ils utilisent des données en temps réel et réagissent rapidement. Ils ne sont pas les seuls. Le soutien occidental est toujours présent, souvent de manière officieuse. Les États-Unis facilitent l'accès aux satellites via la National Geospatial Intelligence Agency et fournissent des images commerciales en temps réel. Le Government Communications Headquarters britannique partage directement des interceptions avec les analystes ukrainiens. De plus, des pays de l'OTAN plus petits, comme l'Estonie et la Lituanie, contribuent par la cybercriminalistique, la formation et la reconnaissance. C'est l'Ukraine qui appuie sur la gâchette, jamais les forces américaines, ou de l'OTAN. L'Occident a clairement établi cette ligne rouge. L'Ukraine utilise les données pour cartographier et confirmer la zone de frappe, puis envoie le drone, le tireur d'élite ou la voiture piégée. L'effet est dévastateur.
Les généraux russes sont traqués par un organisme hybride de renseignement, et non par un acteur isolé ou un assassin solitaire. Une partie survivant soviétique, une partie création de l'OTAN, et entièrement ukrainien dans son exécution. Autrefois, les guerres se gagnaient avec des chars et des tranchées. Aujourd'hui, elles pourraient se gagner avec des tableurs et des satellites. Au début, la Russie minimisait l'importance de ces morts très médiatisées, mais elle commence rapidement à se lasser de sous-estimer le nouvel accent mis par l'Ukraine sur l'espionnage. Chaque frappe porte une signature distincte, non par les explosifs ou le calibre, mais par la chorégraphie, une transition d'un lieu à un autre. Son convoi change de direction au dernier moment, sans aucune documentation publique de la modification. Il n'y a aucune annonce officielle. Pourtant, un drone est déjà présent, prêt à agir. Ce n'est pas de la chance, c'est du renseignement. Le général de division Andrei Soukhovetsky, commandant adjoint de la 41e armée Interarmes, est l'exemple le plus célèbre. Parachutiste chevronné et vétéran des campagnes russes en Syrie et en Tchétchénie, il était considéré comme une figure prometteuse, disciplinée, admirée et impitoyable. Tué par un sniper dans les premiers jours de l'invasion lors de la supervision d'opérations près de l'aéroport de Hostomel, sa mort a choqué la Russie. L'Ukraine a frappé un général avec une précision chirurgicale, à distance, en pleine opération à l'intérieur d'un théâtre que la Russie pensait contrôler. Le lieutenant-général Yakov Razantsev, surnommé le général de 2 jours, a déclaré à ses troupes à Kherson que l'Ukraine s'écroulerait en 48 heures. Cette même semaine, il est mort, probablement tué par une frappe d'artillerie basée sur des communications interceptées et une triangulation de drones. Après ses premiers décès, le rythme s'est intensifié. À Briansk, un haut responsable de la logistique a été tué dans l'explosion de sa voiture en quittant un bâtiment gouvernemental. Les médias russes ont d'abord parlé de sabotage, sans que l'Ukraine ne revendique la responsabilité, ce qui n'était pas nécessaire. À Rostov-sur-le-Don, des explosions ont ravagé un centre de commandement utilisé par des officiers russes pour les opérations dans l'est de l'Ukraine. Selon Astra Telegram, au moins un colonel a péri dans une explosion survenue peu après l'entrée d'un véhicule banalisé sur un parking. À Louhansk, 2 hauts conseillers militaires séparatistes ont été tués lors d'incidents distincts. Les images de vidéosurveillance ont rapidement été effacées. Les médias locaux ont évoqué des violences de gang. Kiev est resté silencieux. Et puis, il y a la Crimée. En 2023, l'Ukraine a débuté le ciblage d'officiers supérieurs de la marine russe basés à Sébastopol. Un drone a détruit le quartier général de la flotte. Les autorités russes ont d'abord minimisé les dommages, jusqu'à ce que des images d'ambulances quittant les lieux en urgence et des photos satellites révélant la destruction du bâtiment soient diffusées. Parmi les morts figurèrent des officiers intermédiaires. D'autres, non identifiés, ont disparu. Ce ne sont pas des frappes aléatoires, ce sont des frappes de décapitation, une doctrine militaire visant à éliminer les capacités de commandement et de contrôle de l'ennemi. Le but est de semer le chaos, ralentir les décisions, isoler les unités et laisser les forces de première ligne sans commandement. Et psychologiquement, c'est dévastateur. Des rapports suggèrent que les commandants russes changent désormais d'emplacement toutes les 12 heures. Ils utilisent que des téléphones jetables, et certains évitent même toute communication radio de base. Les briefings ont lieu sous terre, les généraux circulent sans insigne. La peur d'être observé ou ciblé est constante. En bref, la direction de la Russie n'est pas seulement menacée, elle est assiégée. Chaque frappe réussie envoie une onde de choc à travers la chaîne de commandement russe. La promotion prématurée d'officiers juniors, les réaffectations de personnel, le ralentissement de la planification opérationnelle et la confusion des unités de première ligne créent un sentiment d'insécurité généralisé. Parce que l'Ukraine n'élimine pas seulement des généraux. Ils envoient un message. Nous savons où vous êtes et nous vous surveillons. C'est une terre inconnue pour la Russie. L'armée soviétique excellait dans des structures de commandement strictes où la stratégie était imposée d'en haut, ce qui entraînait un manque de flexibilité et de prévisibilité. Aujourd'hui, cette rigidité devient un handicap face à un adversaire plus rapide, intelligent et létal. Un adversaire capable de détruire une armée avec seulement un drone et un nom, sans besoin de chars. Impossible de faire la guerre sans savoir en qui avoir confiance. Au sein du Kremlin, la peur est passée d'une simple notion à une réalité. Avec des généraux morts et des centres de commandement compromis, la Russie se tourne vers l'intérieur, non pour renforcer son offensive, mais pour se protéger de menaces invisibles. Le service fédéral de sécurité a lancé de nombreuses enquêtes internes, suite à des fuites et trahisons lourdes de conséquences. Selon Medusa, des officiers russes ont vu leurs familles surveillées, leurs communications interceptées, et leurs déplacements limités, non pas par l'Ukraine, mais par leur propre hiérarchie. Cela marque une résurgence de la paranoïa stalinienne adaptée à l'ère numérique. Un département du ministère de la Défense surveillerait les communications. Les officiers changent désormais quotidiennement de carte de modules d'identité d'abonnés.
Les lignes sécurisées tombent souvent en panne. Les rapports de terrain sont retardés par peur d'être exposés. Parfois, les ordres sont transmis par des notes manuscrites livrées par coursier à moto, une tactique inutilisée depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Ukraine sait précisément ce qu'elle fait en suscitant cette peur. La paranoïa est néfaste. Elle étouffe l'initiative, nuit à la cohésion des unités et éloigne les décideurs des troupes. L'Ukraine en est bien consciente. Chaque frappe réussie n'est pas seulement une victoire tactique, elle sert aussi de levier psychologique. En 2023, des partisans ukrainiens à Mélitopol occupé ont distribué des tracts mettant en garde les informateurs locaux. Nous connaissons ton nom, nous connaissons ta routine, nous connaissons ta famille. Le chef de la police locale est décédé quelques jours plus tard dans l'explosion d'un engin improvisé devant son immeuble d'habitation. Le Kremlin a qualifié cela d'acte terroriste. Néanmoins, en interne, des cadres ont réclamé plus de gardes du corps, des véhicules blindés, voire une relocalisation à l'étranger. Le message a eu un écho, atteignant les plus hauts niveaux. En septembre 2023, des rumeurs ont circulé sur la perte de confiance de Poutine envers le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Cette agitation survient après des défaites militaires russes dans le sud de l'Ukraine et une hausse des frappes ukrainiennes sur les centres logistiques russes. Shoïgu n'a pas été limogé, mais selon des sources internes, son entourage a été réduit et sa sécurité personnelle triplée. Et puis, il y a le silence. Plusieurs hauts commandants russes ont complètement disparu de la scène publique. Aucune apparition publique, déclaration officielle ou annonce n'a été faite. Dans un État qui valorise la visibilité et la hiérarchie, disparaître envoie un message en soi. Qu'il se cache ou qu'il soit décédé, l'impact reste le même. La confusion. Même les déplacements habituels sont devenus périlleux. Début 2024, un colonel russe aurait refusé de voyager en convoi à travers Belgorod, sachant que 3 itinéraires étaient compromis. Il a choisi l'hélicoptère, qui a été abattu. Cela peut avoir été une simple coïncidence, ou pas. Quoi qu'il en soit, cela a poussé d'autres officiers à réévaluer comment, et s'ils devaient se déplacer. Pour le Kremlin, cela s'est transformé en une crise de commandement. Quand les supérieurs peinent à agir, la planification et les opérations sur le terrain s'interrompent. Les officiers intermédiaires doivent prendre des décisions cruciales sans soutien opportun. Les unités agissent indépendamment, et le moral baisse. Les résultats sur le champ de bataille sont clairs, les avancées russes sont devenues plus maladroites, fragmentées et réactives. Ce n'est pas seulement le chaos de la guerre, mais un échec systémique. Pour l'Ukraine, c'est une preuve d'efficacité. En ciblant les dirigeants, ils paralysent toute la structure sans déployer de grandes troupes ou lancer des offensives prolongées. C'est efficace, économique et très déstabilisant. À l'intérieur du Kremlin, la guerre ne semble plus être une initiative stratégique. Elle s'est transformée en un piège apparemment sans fin. Chaque appel, signal système de positionnement global ou itinéraire de convoi peut mener à une condamnation à mort. L'armée russe vacille, parce qu'elle ne peut plus prévoir où, ni quand la prochaine attaque aura lieu, et ce niveau de peur, il est existentiel. Officiellement, l'Ukraine se bat seule, en privé. Elle se bat avec les yeux et les oreilles du réseau de renseignement le plus puissant au monde. Des satellites en orbite à 300 miles au-dessus de la Terre, aux interceptions cybernétiques des câbles sous Moscou, le renseignement occidental est devenu la colonne vertébrale invisible des opérations les plus meurtrières de l'Ukraine. Les États-Unis, via des agences comme la National Geospatial Intelligence Agency, National Geospatial Intelligence Agency et la Defense Intelligence Agency, Defense Intelligence Agency, fournissent à l'Ukraine des images satellites en temps réel, disponibles quelques heures après la collecte, pas toujours vieilles de plusieurs semaines. Les photos incluent des signatures thermiques, des schémas de véhicules, des sections radar et des analyses de trajectoire, en plus des images fixes. La fusion de capteurs combine différents flux de capteurs pour obtenir une vision quasi parfaite du champ de bataille. Cela signifie que lorsqu'un général russe sort fumer, quelqu'un à Kiev pourrait déjà le surveiller. Mais les images ne sont que le début. Le renseignement d'origine électromagnétique, longtemps réservé à la National Security Agency et au Government Communications Headquarters britannique, joue un rôle crucial. Bien que chiffré, les communications militaires russes sont souvent détectables via les métadonnées, les schémas de transmission et le minutage des relais. Combinés avec le renseignement de terrain ukrainien et la triangulation par drone, elles forment une image de ciblage précise permettant de choisir la méthode d'attaque. Le centre de fusion du renseignement de l'OTAN au Royaume-Uni devient encore plus sophistiqué en servant de centre de traitement pour les données d'intégration du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance alliée. Les déplacements d'un commandant russe peuvent être détectés par un satellite américain, repérés par un observateur polonais, validé par un drone ukrainien et réalisé sur place en quelques heures. Cette chaîne de destruction multinationale requiert seulement de la bande passante et de la confiance, sans troupes au sol.
Les responsables occidentaux choisissent leurs mots avec précaution. Aucun pays n'admet cibler des officiers russes. Il s'agit de partage volontaire de renseignements et de données à un allié. En pratique, l'effet est similaire aux opérations conjointes. Voici pourquoi cette distinction est cruciale. L'Ukraine garde le contrôle final. Les pilotes de drones, éclaireurs partisans, snipers et fabricants de bombes sont tous ukrainiens. Ce n'est pas une externalisation de la guerre, mais une amplification, offrant à l'Ukraine la précision occidentale sans compromis sur sa souveraineté opérationnelle. Cette précision implique que l'Ukraine connaît la localisation d'un général, et pas seulement cela. Elle connaît sa localisation, son itinéraire favori, ses horaires de déplacement et quand il est le plus vulnérable. La modélisation prédictive, réalisée par des entreprises d'intelligence artificielle américaines et des analystes ukrainiens, devient essentielle dans ce nouveau type de guerre. Nous ne parlons pas d'espionnage à l'ancienne, nous parlons d'analyse comportementale en temps réel. Même l'utilisation de Spotify ou les likes sur Instagram d'un général pourrait être cartographiée selon ses habitudes quotidiennes, et la Russie en est consciente. Les efforts de contre-espionnage ont donc augmenté au sein de l'armée russe. Les officiers changent maintenant de téléphone plusieurs fois par jour. Certains ont complètement arrêté d'utiliser des appareils électroniques. Les briefings se font en personne, hors ligne, avec des brouilleurs de téléphone. Malgré cela, des pertes ont eu lieu. Ce qui est traqué, ce n'est pas seulement la localisation, mais surtout le schéma. L'Occident excelle dans l'identification des schémas. Cette collaboration a rendu les services de renseignement ukrainiens bien plus puissants qu'une simple agence nationale. C'est devenu un nœud, une partie d'un vaste réseau de sécurité qui s'étend de Washington à Varsovie, de l'Anglais à Lviv. Un collectif de combat visant à démanteler la capacité de la Russie à commander, coordonner et contrôler, transformant ainsi la nature des guerres modernes. Autrefois, les guerres se décidaient par la taille d'une armée, la portée d'un missile ou le nombre de chars qu'une nation pouvait aligner à une frontière. En Ukraine, la guerre concerne désormais le timing, pas le terrain. Il s'agit de nœuds, pas de chiffres. Dans ce nouveau modèle, le pouvoir ne vient pas du canon d'un fusil, mais de la clarté de votre renseignement. Nous assistons à l'avènement de la guerre prédictive, un champ de bataille dominé par les données, où la victoire n'appartient pas à celui qui tire le premier, mais à celui qui sait quand frapper, et qui frappait, avant même que la cible ne réalise qu'elle est vulnérable. L'Ukraine montre au monde comment y parvenir. Tous les généraux ont été tués, les convois perturbés et les quartiers généraux anéantis. Cette victoire tactique valide la nouvelle doctrine selon laquelle la supériorité de l'information peut neutraliser l'infériorité numérique. Le chaos ciblé peut être plus efficace qu'une attaque frontale soutenue. Ce n'est pas de la spéculation. Nous en voyons déjà les conséquences concrètes. La coordination sur le champ de bataille russe montre une dégradation notable. D'après les rapports, les temps de réaction ont augmenté jusqu'à 30% dans les secteurs clés, et les taux de manœuvre offensive ont chuté de 40 à 60%, par rapport au début de 2023. Les unités autrefois en pointe peinent désormais à maintenir leur élan dans des zones contestées comme le Donbass et la Zaporijia. Les problèmes logistiques s'accumulent. Les images satellites et les communications interceptées montrent des retards de 24 à 72 heures dans le ravitaillement en munitions et en carburant de plusieurs groupes tactiques de bataillons. En parallèle, la fatigue des commandants devient apparente. La perte ou l'incapacité d'au moins 10 officiers supérieurs ces 2 derniers mois a engendré des lacunes persistantes dans le commandement sur le champ de bataille. Certaines unités opèrent longtemps sans directive claire, ce qui a un impact opérationnel et psychologique. Le moral s'effondre quand les commandants ne peuvent pas diriger. Quand les troupes ne savent pas qui commande ou si leurs ordres parviennent même au front, la cohésion disparaît. Et quand vos généraux commencent à mourir mystérieusement dans des soi-disant zones sûres, le concept d'arrière-garde s'effondre complètement. Dans la guerre moderne, la perception est aussi importante que la puissance de feu, et l'Ukraine a transformé la perception en arme avec une précision glaçante. Leur machine de renseignement ne se limite pas à suivre des cibles, elle érode la confiance, sème la confusion et détourne le contrôle de l'ennemi. Cette guerre est différente. C'est un sabotage systémique, un démantèlement méthodique de la hiérarchie, de la structure et du rythme. Et cela a des implications bien au-delà de l'Ukraine. Les stratèges militaires de Taïwan, Finlande, Pologne, Géorgie et des États baltes suivent de près ce conflit. L'Ukraine a créé un modèle permettant aux petits États de résister aux plus grands grâce à un renseignement décentralisé, et pas seulement une tactique, une feuille de route, pour savoir comment construire une chaîne de destruction sans posséder un seul porte-avions. L'avenir de la dissuasion réside dans l'invisibilité, l'accès et la rapidité, plutôt que dans la puissance de feu. C'est la leçon à retenir pour les conflits mondiaux. Les règles du jeu ont changé. Le pays avec le plus de chars ne l'emporte plus forcément. La nation agissant le plus vite dans l'ombre
perturbant les structures de commandement et laissant l'ennemi dans l'incertitude, obtiendra un avantage décisif. La guerre conventionnelle n'est pas obsolète. L'artillerie et les drones sont toujours d'actualité. Mais les batailles les plus décisives se livrent désormais, dans des canaux chiffrés, des bandes passantes de signaux, des modèles d'apprentissage automatique et des schémas comportementaux prédisant quand un général ira fumer. C'est l'ère de la guerre invisible, et l'Ukraine est en avance sur son temps. Cela soulève une dernière question délicate, non seulement pour la Russie, mais pour toutes les armées du monde. Êtes-vous prêt pour une guerre où la première victime est la certitude elle-même ? La guerre en Ukraine ne s'est pas déroulée comme prévu pour la Russie. Moscou s'attendait à une victoire rapide grâce à sa puissance de feu écrasante, ses avancées fulgurantes et un ennemi divisé. Ils se retrouvent à saigner dans l'ombre. Leurs généraux meurent dans des villes censées être sûres. Leurs convois disparaissent en cours de route. Le commandement s'effondre, non pas depuis le front, mais suite à des frappes chirurgicales inattendues. Ce n'est pas l'ancien champ de bataille, c'est un champ de bataille sans frontières, sans ligne de front. Un algorithme sélectionne les cibles, les attaques sont lancées via des réseaux cryptés, et chaque mouvement est une donnée prête à vous trahir. L'Ukraine ne s'est pas seulement adaptée à la guerre moderne, elle l'a définie. En fusionnant technologie occidentale, stratégie décentralisée et instinct de survie nationale, elle a bâti ce qui est peut-être le réseau de renseignement le plus meurtrier au monde. Un réseau qui frappe avec force, précision, imprévisibilité et sans relâche. Cela soulève une autre question. Si une nation peut accomplir cela sous siège, que se passera-t-il lorsque d'autres suivront le même modèle ? Que se passe-t-il lorsque la guerre ne concerne plus les armées, mais l'accès ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. L'Ukraine est-elle en train de construire l'avenir de la stratégie militaire, ou ouvre-t-elle la porte à une nouvelle ère de conflit plus sombre ? N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur l'approche innovante de l'Ukraine face à l'invasion russe. Merci de nous avoir regardés.